Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, permettez-moi de vous dire combien la juridiction administrative dans son ensemble est honorée de votre présence pour notre rentrée. Monsieur le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, je vous remercie très sincèrement également de votre présence, de témoigner par votre présence de votre considération pour l'ensemble de la juridiction. Monsieur le Président du Conseil économique et social et environnemental, cher Thierry Baudet, merci pour votre présence et les relations fructueuses qui lient nos deux institutions. Madame la Défenseure des droits, chère Claire Hédon, comment ne pas souligner l'importance de votre rôle pour la défense des droits de nos concitoyens dans cette salle du Palais Royal. Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, votre présence témoigne de liens confiants qui existent entre le Parlement et le Conseil d'État. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, chers Christophe Soulard et Rémi Hetz, je voudrais vous dire combien nous apprécions la qualité de nos relations. La confiance qui les anime ne peut que servir la justice de notre pays. Monsieur le Premier Président, Madame la Procureure générale près la Cour des comptes, chers Pierre Moscovici et Véronique Amaillon, merci à vous de votre présence également aujourd'hui. Nos missions sont complémentaires dans l'accompagnement des politiques publiques. Monsieur le Président de la Cour européenne des droits de l'homme, cher Mathias Guillaumard, je suis évidemment particulièrement heureux que vous soyez présent aujourd'hui dans votre maison d'origine et je ne peux que vous redire combien nous nous réjouissons de votre élection à la présidence de la Cour européenne des droits de l'homme. Monsieur le Président de l'Association européenne des conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes, président du Conseil d'État grec, cher Michael Pikramenos, votre présence témoigne de la fructueuse collaboration et coopération des juridictions administratives en Europe. Monsieur le Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Madame la Présidente du Conseil national du barreau, cher Thomas Lioncan, chère Julie Couturier, les relations simples et confiantes que nous entretenons nous permettent de toujours mieux servir l'État de droit. Mesdames et messieurs, les hautes autorités civiles et militaires présentes en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un contexte singulier. Hier, la nomination du Premier ministre à la suite du vote de l'Assemblée nationale lundi soir sur l'engagement de la responsabilité du gouvernement. Aujourd'hui, l'expression en France d'un mouvement de protestation sociale, sans oublier des tensions internationales particulièrement vives et le déroulement d'une guerre intense sur le territoire européen. Au-delà d'une cérémonie inscrite dans le Code de justice administrative, la rentrée du Conseil d'État est le temps d'une rencontre avec les autorités publiques et d'une réflexion sur l'action qu'elles mènent dans le cadre de notre République. Un moment où le Conseil d'État rend compte de l'activité de la juridiction administrative et présente les résultats des travaux d'une année sur un thème qu'il a choisi en raison de son importance pour la collectivité nationale. Bien évidemment, les circonstances évoquées précédemment peuvent donner le sentiment que le thème de l'étude, l'inscription de l'action publique dans le temps long, est un peu en décalage avec la vie du pays. Pourtant, cette coïncidence me semble révéler dans sa brusque réalité la question qui est au centre de notre étude annuelle. L'impérieuse nécessité pour les pouvoirs publics de concilier dans leur action des échéances qui semblent contradictoires. Celle du quotidien du pays et des services publics, celle de l'urgence lorsque des événements politiques, économiques, internationaux ou sanitaires imposent de faire face à des circonstances nouvelles, parfois même exceptionnelles, et celle des projections dans l'avenir, des politiques de long terme qui sont une responsabilité incessible des pouvoirs publics. Le contraste de cette journée du 10 septembre met ainsi en lumière plus encore qu'habituellement la difficulté et la grandeur de l'action publique. Et le Conseil d'État, institution placée au cœur de la cité, vit de par ses fonctions au rythme du pouls de notre collectivité. Le flux des textes qui nous sont soumis en est l'expression. Le contentieux peut en être la contestation. Les études que nous réalisons visent à en être une source d'inspiration. Je commence donc par les missions juridictionnelles et consultatives de la juridiction administrative. Les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel, la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal du stationnement payant et le Conseil d'État, c'est-à-dire les juridictions relevant pour leur gestion du Conseil d'État, ont pour ambition fondamentale de donner réalité à l'état de droit et d'en garantir le respect. La notion d'état de droit, qui s'est imposée depuis quelques années dans le débat public, renvoie en philosophie politique à des notions essentielles mais parfois complexes.
Je crois pourtant qu'on peut l'exprimer très simplement pour visualiser l'état de droit au quotidien. Il y a état de droit lorsque la vie en société est régie par des normes démocratiquement établies, c'est-à-dire issues des pouvoirs résultant du suffrage universel et garantissant des libertés et droits fondamentaux. Que chacun, et notamment l'administration, respecte le droit, et qu'en cas de litige, il y a un juge indépendant et impartial pour le faire prévaloir. Ce rôle de juge indépendant et impartial, c'est celui de la juridiction administrative, s'agissant notamment de la contestation des décisions de l'administration et plus largement des services publics. Il est ainsi dans l'office du juge administratif de connaître des questions de la vie quotidienne, comme des enjeux les plus sensibles de la vie en société ou de l'action publique. Nos décisions peuvent porter sur un permis de construire, un refus de titre de séjour ou un redressement fiscal, comme elles peuvent concerner l'arrêt d'un traitement en fin de vie, la régularité des élections européennes ou municipales ou encore l'action des forces de sécurité publique. Et c'est pour de telles contestations que de nombreux requérants nous saisissent. Au total, les juridictions relevant de la gestion du Conseil d'État ont été saisies de près de 600 000 recours en 2024. Pour les seuls tribunaux administratifs, ce sont près de 280 000 recours qui ont été portés devant eux, soit une croissance de 8% sur les 12 derniers mois. Et sur une croissance de 8% en 2024. Et sur les 12 derniers mois, nous avons dépassé les 310 000 recours, soit une hausse de 15% par rapport aux 12 mois précédents. Il faut, pour mesurer l'ampleur du contentieux, se souvenir qu'il y avait moins de 200 000 recours en 2017, il y a très peu de temps, et qu'en 1990, les tribunaux administratifs en recevaient moins de 70 000, soit 4 fois moins. Les cours administratives d'appel ont quant à elles été saisies de plus de 31 000 dossiers et ont rendu autant de décisions. Quant à la section du contentieux du Conseil d'État, présidée par Christophe Champy, elle a été appelée à se prononcer sur près de 9 800 affaires. Si les chiffres témoignent de la confiance de nos concitoyens dans la justice administrative, ils imposent d'agir sur tous les leviers permettant de faire face à cette croissance rapide des contentieux. Premièrement, bien sûr, pour éviter les dysfonctionnements au sein des administrations, notamment pour la juridiction administrative des services qui traitent les demandes de titres de séjour des étrangers qui sont à l'origine de multiples contentieux, en particulier en référé. Deuxièmement, par l'amélioration des textes, dont la complexité est source de contentieux ou qui alourdissent leur traitement en imposant des procédures inutiles. Troisièmement, par la poursuite des efforts de gestion et d'adaptation des juridictions, notamment face aux défis de l'intelligence artificielle. Cet effort de gestion, nous le menons chaque jour pour gagner en efficacité, mais également pour répondre aux exigences de la loi. Ainsi, le secrétariat général du Conseil d'État, dirigé par Thierry Girardot, a assuré en 2024, avec la CNDA et les cours administratifs d'appel concernés, la mise en place de chambres territoriales de la CNDA à Bordeaux, Lyon, Nancy et Toulouse, et 2 nouvelles chambres sont mises en place durant cette rentrée à Marseille et à Nantes. Et j'ai aujourd'hui devant vous une pensée très émue pour la famille du président de la Cour nationale du droit d'asile, Mathieu Hérondard, qui nous a quittés le 6 août dernier. Il est enfin crucial, au regard de l'augmentation des recours portés devant nous, que nous disposions, malgré les difficultés des finances publiques, que nous ne sous-estimons pas, des moyens nécessaires pour assurer leur traitement. Cette action, le contentieux au service de l'état de droit, est également au cœur de nos missions. Cette action est également au cœur de nos missions consultatives. Celles-ci se sont exercées dans un contexte particulier cette année. Cette fonction, auprès tant du gouvernement que du Parlement, qui nous a consultés plus de 50 fois depuis la révision de 2008, est évidemment devenue beaucoup plus visible depuis la décision prise il y a 10 ans par le président de la République de rendre publics nos avis sur les projets de loi. Il s'agit désormais non seulement de garantir la conformité des textes à la hiérarchie des normes, de renforcer leur clarté et leur efficacité administrative, mais également de montrer publiquement comment nous procédons pour informer le Parlement, les autres acteurs de la vie publique et tous nos concitoyens. Les sections consultatives, présidées par Edmond Honorat, Thierry Tuot, Francis Lamy, Philippe Josse et Christine Mauguet, ont été conduites à rendre 975 avis sur des projets de loi, d'ordonnances ou de décrets en 2024. Ces avis portent souvent sur des questions délicates, comme en juillet dernier, nous avons été appelés à examiner le projet de loi constitutionnel pour une Corse autonome au sein de la République. Ces avis s'inscrivent même parfois dans un contexte dramatique. Je pense en particulier à l'avis rendu dans les tout derniers jours de l'année 2024 sur un projet de loi visant à répondre à la situation de Mayotte et à faciliter la reconstruction. Enfin,
Sans que le support de la saisine soit un projet de texte, nous pouvons être saisis par le gouvernement de questions juridiques d'une particulière portée. Ce fut le cas lorsque nous avons rendu au début du mois de décembre dernier un avis portant sur l'interprétation des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances relatives à la loi spéciale permettant de continuer à percevoir les impôts et à emprunter dans le but d'assurer la continuité de la vie nationale. Je voudrais également, devant vous, souligner que cette procédure de demande d'avis présente par sa souplesse bien des avantages. Elle a ainsi permis au gouvernement de nous saisir de questions liées à des amendements, à des propositions de loi, comme sur la lutte contre le narcotrafic ou sur la façon d'imposer les dividendes lorsqu'il est fait usage du mécanisme dit cum-cum. Ces innovations témoignent d'une adaptation de notre rôle au regard des évolutions du travail parlementaire. Ce soutien à l'amélioration des textes a aussi pris la forme cette année d'ateliers de la simplification qui prolongent notre travail traditionnel et dont je voudrais souligner le potentiel. En effet, depuis 2024, le Conseil d'État conduit à la demande du Premier ministre des travaux qui ajoutent un outil complémentaire à l'effort de simplification que nous menons au jour le jour dans nos missions consultatives. En pratique, dans le cadre général d'une demande d'étude, le Conseil d'État se penche sur un pan de la législation ou de la réglementation pour trouver des voies de simplification et les proposer au gouvernement après un examen par son Assemblée générale. Ces ateliers conduisent, dans certains cas, le Conseil d'État à recueillir directement les observations des milieux intéressés. En résulte un ensemble de propositions très concrètes. Il peut s'agir d'une simplification entendue dans un sens large, c'est-à-dire avec une amélioration de la lisibilité du droit, mais aussi de rationalisation ou d'amélioration de l'économie générale d'un dispositif. Cela peut même conduire à proposer des évolutions au fond des législations. Plusieurs thèmes ont ainsi été traités, comme le régime de reconnaissance des associations et fondations d'utilité publique, celui du droit des nullités en droit des sociétés. De même a été établi un bilan de la pérennisation des mesures de simplification pendant la crise sanitaire. L'objet de ces ateliers est déterminé par le gouvernement à l'issue d'échanges entre les administrations et le Conseil d'État. Il peut même être suscité par des remontées de l'ensemble des juridictions sur des textes qui nous paraissent obscurs, contradictoires ou impossibles à appliquer. La section des études de la prospective et de la coopération centralise depuis cette année les signalements effectués par les présidents des sections consultatives ou des juridictions concernées et les transmet à intervalles réguliers au secrétariat général du gouvernement. Ces ateliers, donc nouveaux, présentent pour l'indispensable et laborieux chantier de la simplification certains avantages que je crois précieux. Ils sont réalisés dans une institution et par une institution qui est neutre, grâce en particulier à son impartialité et son indépendance, mais aussi dans une institution experte et pluridisciplinaire, à laquelle on peut confier des missions de simplification particulièrement ardues, et dans une institution dont la mission est d'identifier et d'analyser les problématiques de l'action publique, des services publics et plus globalement de la société. J'en viens ainsi à la présentation de notre étude consacrée à l'inscription de l'action publique dans le temps long. L'étude annuelle est conduite comme les autres études sous l'égide de la section des études de la prospective et de la coopération. Et permettez-moi de profiter de ce moment pour souligner le magnifique travail accompli depuis 2017 par sa présidente Martine de Boisdeffre, dont les fonctions ont pris fin le 15 août dernier, et saluer son successeur, Rémi Schwartz, qui a désormais la lourde charge de cette section. L'action publique se déploie sur un territoire, permet de maîtriser un espace dans lequel elle s'inscrit souverainement et se mène résolument dans le temps, bref ou long. C'est cette triple dimension, le territoire, l'espace et le temps, que le Conseil d'État a exploré au fil des 3 dernières années. 3 études donc successives qui forment un triptyque, 3 regards sur l'action publique, 3 tableaux que l'on peut examiner séparément, mais qui ensemble proposent une vision de ce que peut être aujourd'hui une action publique efficace au service de la démocratie. Le premier de ces tableaux, c'est celui de 2023. Il portait sur ce qu'on appelle le dernier kilomètre de l'action publique, autrement dit, notre capacité à faire en sorte que les politiques décidées atteignent vraiment les citoyens, là où ils sont, avec les effets attendus. Cette étude mettait en avant une méthode simple mais exigeante en combinant la proximité, le pragmatisme et la confiance. Et déjà, elle soulignait qu'il faut assumer le temps nécessaire au succès de l'action publique. Le deuxième tableau est celui présenté en 2024 de la souveraineté, composante centrale de l'action politique puisqu'elle traduit la liberté pour un peuple de choisir son destin.
Le Conseil d'État a proposé une analyse de la souveraineté à l'heure où elle est confrontée à des questions inédites, à la fois dans les frontières nationales et dans un contexte de tension internationale. Afin d'améliorer son exercice, il a notamment préconisé d'élaborer une doctrine de la souveraineté visant à renforcer la capacité stratégique de l'État, c'est-à-dire à définir une organisation mieux adaptée à la conduite de l'action publique sur le long terme. L'étude de 2025 vient donc naturellement clore ce triptyque. Elle porte, comme je l'ai dit, sur l'inscription de l'action publique dans le temps long. Elle s'interroge sur la manière dont notre pays peut et doit se projeter dans l'avenir, construire des politiques durables et assumer des choix qui s'inscrivent dans la continuité. Le constat de l'étude est simple. L'action publique a historiquement, notamment lorsqu'elle est exercée par l'État, vocation à se projeter dans le temps long. Il revient en effet à l'État d'anticiper les besoins futurs du pays et en organisant les moyens pour y répondre. Sa permanence, ses institutions, ses outils, qu'il s'agisse des services publics, des lois de programmation ou encore de la planification, sont là pour donner une direction, pour profiler l'avenir. Bien sûr, les pouvoirs publics doivent répondre aux enjeux du quotidien et aux urgences. Ils doivent également faire face aux bouleversements scientifiques ou géopolitiques, comme aux crises économiques, aux épidémies, aux guerres. Et ils ont la responsabilité incessible de s'y préparer, d'anticiper les événements, c'est-à-dire de fixer un cap, de tracer une trajectoire et de veiller à ce que celle-ci soit suivie dans la durée. Cette dimension stratégique s'exprime tout particulièrement dans certaines politiques qui s'imposent d'elles-mêmes dans le temps long, comme les politiques de défense ou de santé. D'autres, même si elles relèvent du court terme, ne sont pleinement efficaces qu'inscrites dans la durée, comme les finances publiques. Il en résulte la nécessité de conduire une démarche permettant de se projeter à année, dans les prochains mois, c'est la prévision des budgets, à 5 ans, la perspective de la programmation, et à 20 ou 30 ans, 25 ans, l'horizon de la vision. Pour cela, l'État a développé divers instruments statistiques, de prospective ou de planification, visant à anticiper les tendances et à construire des politiques sur plusieurs décennies. Deux dimensions différentes doivent alors être prises en compte qu'une image permet d'appréhender. D'une part, l'étude de la tectonique, les grands mouvements de fond, démographiques, climatiques, qu'on peut anticiper et auxquels il faut se préparer. D'autre part, la sismologie, c'est-à-dire les possibilités de rupture qui provoquent des changements brusques avant de semer en grande tendance, telles certaines innovations technologiques, les conflits ou les pandémies. Avec pour objectif de disposer de projections qui ne soient pas trop rigides et qui permettent de s'adapter aux nouvelles technologies, aux bouleversements géopolitiques ou encore aux évolutions de l'esprit public. Aujourd'hui, cette capacité paraît mise à mal par plusieurs facteurs qu'analyse l'étude, allant bien sûr de la pression de l'urgence, exacerbée par les réseaux sociaux, à la perte de consensus autour des grandes orientations de long terme. La polarisation du débat public, la remise en question de la science, et parfois l'absence d'objectifs communs affaiblissent la légitimité et l'efficacité des choix collectifs, appelant une continuité sur plusieurs décennies, comme dans les domaines clés de l'énergie ou des infrastructures. Pour remédier à ces problèmes, l'étude dessine une perspective en 3 projections. Premier message, faire de l'avenir un horizon démocratique partagé. Le long terme ne peut être l'affaire des seuls experts, il doit être débattu, construit démocratiquement. Il est essentiel de réaffirmer le rôle des autorités politiques dans cette démarche, celui indispensable du Parlement et celui naturel du pouvoir exécutif. Ceux-ci pourraient en particulier renforcer leurs instances consacrées à la prospective et élaborer avec les acteurs de la société civile ce que le Conseil d'État propose d'appeler des livres tricolores posant les grandes orientations à long terme dans des domaines stratégiques. Le Conseil d'État recommande aussi d'ancrer le long terme dans les pratiques gouvernementales avec des réflexions interministérielles régulières et une loi de programmation des finances publiques adoptée dès le début de chaque législature, voire de s'interroger sur l'opportunité de la rendre contraignante par une révision constitutionnelle. Ce mouvement suppose aussi une participation accrue des citoyens et des corps intermédiaires à travers des consultations accessibles et effectives et des travaux prospectifs permettant d'éclairer tous les acteurs. Le Conseil d'État appelle enfin à une action déterminée de la France au sein de l'Union européenne pour articuler les stratégies nationales et les ambitions collectives de long terme portées par l'Union. Deuxième message de l'étude, garantir l'effectivité de cette projection. Il ne suffit pas de penser le temps long, encore faut-il le rendre opérant. Cela passe par une meilleure coordination stratégique, des trajectoires réalistes et lisibles,
des outils adaptés dans chaque ministère avec l'institution de cellules dédiées chargées d'entretenir le lien avec la recherche. Cela suppose aussi une continuité des équipes, une gestion prévisionnelle des compétences et un usage plus stratégique des outils comme la commande publique ou l'investissement pour asseoir la temporalité de long terme sur une vision pragmatique. Enfin, pour que cette action publique ait une prise au-delà de l'action de l'État, une réelle territorialisation des stratégies est nécessaire, fondée sur un partage des projections avec l'ensemble des acteurs qui se projettent eux aussi dans la durée, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations et bien sûr les citoyens. Troisième message, s'appuyer sur la science et l'expertise. L'étude insiste sur l'impérieuse nécessité de mieux mobiliser et valoriser les savoirs scientifiques à tous les niveaux. Cela commence dès l'école pour diffuser une culture scientifique dans la société, mais cela concerne aussi les décideurs, d'où la recommandation de renforcer les liens avec les lieux consacrés à la connaissance, l'université, les centres de recherche, les académies, les institutions d'expertise, mais aussi d'intégrer cette expertise dans la conduite des politiques et valoriser les études d'impact, comme l'évaluation des politiques publiques. La culture de la prospective devrait également mieux imprégner l'ensemble des administrations. Cela suppose un effort accru de formation en direction des agents publics et peut-être des élus, d'institutionnaliser les projections dans les ministères et de s'appuyer sur des acteurs comme le Haut Commissariat à la stratégie et au plan, qui pourraient devenir le levier de cette dynamique. L'étude distingue enfin 5 secteurs stratégiques pour lesquels une réflexion spécifique et partagée, qui pourrait prendre la forme des listes tricolores qu'elle propose, apparaît indispensable. 5 secteurs. L'éducation, la défense, la transition écologique, la politique de la population, et enfin le numérique en raison des perspectives de l'intelligence artificielle. Démocratie, efficacité et science sont ainsi les messages de cette étude. Fondamentalement, l'étude met en son cœur un mot qui peut paraître désuet, le mot de raison. Le terme est pourtant essentiel. L'Académie française le définit comme la faculté par laquelle l'homme connaît, juge et agit. Ce postulat de la raison, s'il est un des fondements de la République, constitue aussi l'une des marques du Conseil d'État. Permettez-moi, pour terminer, puisque c'est la dernière fois que j'ai l'honneur de m'exprimer dans ce cadre, une considération supplémentaire. La raison, l'esprit de rationalité me semble reposer dans une société démocratique sur 2 piliers essentiels et indissolublement liés, la science et le droit. Pour qu'une démocratie soit perçue comme légitime, elle doit avoir la capacité de dessiner un destin collectif, c'est-à-dire de porter un projet commun et de garantir la paix publique. Elle doit pour cela pouvoir se fonder sur la science, qui nourrit la connaissance et contribue à la richesse économique, et se structurer par le droit, qui préserve de l'arbitraire et de la violence. À rebours de cet idéal, nous assistons aujourd'hui à la remise en cause de notre espace commun, qui prend la forme d'attaques concomitantes contre la science et contre le droit, c'est-à-dire contre la réalité telle qu'elle est appréhendée par la science, et contre l'organisation démocratique de notre société telle qu'elle est établie par le droit. C'est une offensive contre la rationalité elle-même qui fragilise les fondements de la République en érodant le monde commun de notre collectivité, au risque de sombrer dans un désordre vénéneux ou dans un ordre fondé sur l'autoritarisme et la manipulation. Face à ces périls, la science et le droit sont les remparts de la démocratie, autant qu'ils en sont les piliers. La science d'abord parce qu'elle prémunit contre l'illusion. La République française ne s'est pas seulement construite sur des principes politiques, elle s'est aussi fondée sur une certaine idée de la raison et singulièrement sur une confiance profonde dans la science. La science comme moteur du progrès humain et comme ferment de l'entente entre les peuples. Dès la Révolution, les institutions républicaines naissantes affirment que l'émancipation politique va de pair avec l'émancipation intellectuelle. À travers les bouleversements de 1789, les révolutionnaires entendent, en reprenant les combats des sociétés de sciences et de pensée qui fleurissent à la fin de l'Ancien Régime, à côté des académies royales, transformer le rapport au savoir. Dans la lignée de l'encyclopédie publiée sous la direction de Diderot et d'Alembert entre 1751 et 1772, la République s'est voulue savante, éclairée, rationnelle. Des institutions sont créées pour ouvrir le savoir au peuple, transformer le monopole savant de l'Ancien Régime en une science partagée et utile, à l'instar du Muséum national d'histoire naturelle en 1793, du Conservatoire des arts et métiers en 1794
ou encore du Bureau des longitudes en 1795. Dans le même temps, des grandes écoles sont mises en place. En 1794, l'école centrale des travaux publics, future école polytechnique, et l'école normale de l'an 3, qui deviendra l'école normale supérieure, puis en 1795, l'école spéciale des langues orientales. Quant à l'adoption du système métrique, elle entend fonder la mesure sur la raison. Il s'agit de concrétiser l'idée, je cite, d'une unité qui, dans sa détermination, ne renferme rien ni d'arbitraire ni de particulier à la situation d'aucun peuple sur le globe, afin, comme l'écrivait le rapporteur du projet de loi posant ce système, je le cite toujours, de cimenter l'unité de la République et de renforcer les liens entre les Français et les autres peuples. Le retour de la République, dans le dernier quart du XIXe siècle, fait également de la science une des clés de sa pérennité, avec la grande loi du 28 mars 1882, qui, en même temps qu'elle rend obligatoire l'instruction et laïcise l'école publique, impose l'étude des sciences à l'école primaire. Sans oublier qu'en 1945, le rétablissement de la légalité républicaine s'accompagne de la création du commissariat à l'énergie atomique, de l'Institut national de la recherche agronomique, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Office national d'études et de recherche aérospatiales et d'une réforme profonde du Centre national de la recherche scientifique. Ce lien entre République démocratique et science est en réalité une nécessité, car la démocratie ne peut exprimer la volonté générale que lorsqu'elle est portée par des citoyens éclairés, décidant en toute liberté de leur destin collectif. C'était déjà ce que nous soulignions l'an dernier en liant dans l'étude de la souveraineté l'impératif pour la démocratie de disposer de citoyens engagés. La science est ainsi une condition de la concorde dans la société en résolvant par la démonstration méthodique les divergences qui s'expriment sur les champs de la connaissance. Cela reste une nécessité, peut-être même plus que jamais. Les crises environnementales, les incertitudes géopolitiques et les bouleversements technologiques, notamment le développement de la génétique et de l'intelligence artificielle, nous rappellent que les décisions publiques doivent s'appuyer sur les savoirs établis, que la raison reste notre meilleure boussole et que la science, loin d'être un domaine réservé, est une condition de notre liberté commune. L'article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclame ainsi solennellement que les arts et la recherche scientifique sont libres. La puissance d'un pays comme sa vitalité démocratique dépendent ainsi directement du rayonnement de ses universités, de l'efficacité de ses centres de recherche, du dynamisme de ses ressources d'expertise et de l'accès aux publications scientifiques. Derrière les prix Nobel et les médailles Fields, toutes les disciplines de l'esprit, les arts et les sciences, pour reprendre l'appellation du XVIIIe siècle, nourrissent et confortent la démocratie lorsqu'elles irriguent ses débats et ses projets collectifs. Après la science, le droit. Comme la science prémunit contre l'illusion, le droit a pour fonction de préserver de la violence. À côté des lois scientifiques que l'esprit humain révèle ou formule, le peuple adopte en démocratie des lois qui transcrivent ses choix. Le droit en est le moyen d'action, le vecteur de concrétisation. La démocratie ne peut se contenter de débats et d'idées généreuses. Elle se réalise, se légitime et se prouve par l'action, en transformant le réel, en répondant à des besoins, en apaisant des tensions. Sans droit, la volonté démocratique resterait inopérante, sans prise sur le monde. En énonçant des règles, le droit transcrit par la Constitution la légitimité de l'ordre institutionnel et organise par les traités, les lois et les règlements, mais également par les contrats, notre vie collective, nos droits et nos devoirs. Les normes ainsi établies par des pouvoirs issus du suffrage universel fondent les compétences des autorités légitimes et il appartient à l'administration de se conformer à la hiérarchie des normes et aux juges d'en garantir le respect. Depuis l'isonomie athénienne, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, la démocratie repose sur une idée forte. Ce n'est pas la puissance qui gouverne, mais la règle que tous acceptent et à laquelle tous se soumettent. Le gouvernant lui-même, après avoir posé la norme, doit s'y soumettre. La pratique du droit par le juge est fondée sur une éthique de la vérité. Comme l'exprime Alain Supiot, je le cite, « L'art du procès consiste à procéder rationnellement face à l'incertitude, en écoutant chaque partie. C'est le principe du contradictoire qui est le fondement du régime rationnel d'administration de la preuve, et c'est ce même cheminement par la discussion rationnelle vers la vérité qui est la matrice à la fois de la controverse scientifique et du débat démocratique éclairé. Il existe en effet une étroite parenté entre la logique mathématique, souvent considérée comme l'archétype de la rigueur scientifique, et le raisonnement du juge qui structure la compréhension et l'application du droit. Dans les deux cas, la pensée se développe à partir d'un socle abstrait. Les mathématiques s'appuient sur des axiomes et des théorèmes, le droit sur des normes et des jurisprudences. Ces fondements ne procèdent pas d'une simple observation du réel, mais d'une construction intellectuelle, autonome.
Ils forment un cadre logique au sein duquel l'argumentation peut se déployer avec cohérence. Et tant la science, quand elle s'interroge sur les ressorts de la vie ou de l'univers, que le droit, quand le juge doit trancher un litige, s'attache à établir rationnellement les faits avant de les interpréter. Cette rationalité du raisonnement juridique est parfois contestée, quelquefois même niée. Si elle ne possède pas les mêmes critères de validation que l'analyse scientifique, elle dispose pour autant de précieux et solides garants. D'abord, l'éthique et la formation rigoureuse du juge qui font du serment d'indépendance et d'impartialité qu'il prononce une exigence éminente et une réalité quotidienne. Le juge sait se départir de ses opinions et de ses appréciations personnelles lorsqu'il fait application de la règle, exprimant la volonté générale. Et la collégialité, chaque fois qu'elle s'exerce, renforce encore la rationalité du raisonnement juridique. Enfin, la décision de justice est soumise en toute transparence au débat public et des voies de recours sont toujours ouvertes jusqu'aux juridictions suprêmes. Le droit est ainsi une condition de la paix publique en résolvant par la rationalité de son ordonnancement, c'est-à-dire par la légalité, les divergences qui s'expriment sur les champs de la volonté politique, économique, religieuse et sociale. Lorsque le droit s'efface, on installe la force. Lorsque la règle s'affadit, on subit l'arbitraire. Partout où finit la loi, commence la tyrannie, écrivait John Locke en 1689. Et dans ce brouillard normatif, la conflictualité s'exacerbe et les intérêts particuliers prennent le pas sur l'intérêt général. Démocratie, science et droit forment donc un triangle d'équilibre. La démocratie ne repose-t-elle pas d'ailleurs fondamentalement sur l'élection, qui est un mécanisme juridique d'une extrême pureté et une équation d'une extrême simplicité, plus la moitié des suffrages quand elle est absolue et le plus grand nombre des voix quand elle est relative. La République a été, on le sait, fondée à une seule voix de majorité en 1875, il y a exactement 150 ans. Contester cette articulation profonde entre science, droit et démocratie, c'est remettre en cause le crédit de la parole, c'est prendre le risque de désarmer la raison publique en versant dans l'ère de la post-vérité, si l'on veut reprendre un néologisme en vogue. Et on observe au-delà de cette parenté une ressemblance dans ceux qui s'élèvent face à eux, ceux qui refusent les constats scientifiques et critiquent les sentences du droit. En refusant de reconnaître la réalité décrite par la science, une science qui n'est pas négation du doute, mais qui en est le dépassement méthodique, on détruit les conditions d'un dialogue collectif éclairé. En s'en prenant au droit, à tous ceux qui le font, représentants issus du suffrage universel dans les collectivités territoriales et les instances nationales de la République, comme à ceux dans les administrations et les juridictions, qui le font respecter ou qui en contrôlent l'application, on érode le respect des règles démocratiques. On abat le tiers qui garantit les règles de droit et la sérénité de la discussion, au risque d'installer un face-à-face mortifère, sans médiation entre les individus. La dénonciation d'un soi-disant gouvernement des juges procède de cette logique, comme je le disais à cette place l'année dernière. Et lorsque ces règles ne tiennent plus, lorsque les connaissances scientifiques sont niées, la délibération commune perd tout son sens et seule la force et la violence prévalent. Mesdames et messieurs, 150 ans après son installation au Palais Royal, le Conseil d'État continue d'assumer pleinement son travail au service de la République et de la démocratie. Je soulignais, voici 3 ans, la place singulière du Conseil d'État dans le fonctionnement et l'organisation des services publics. Nous restons, comme maison des services publics, profondément attachés à ces institutions qui sont la treille de nos solidarités et un héritage que nous devons préserver. Tout ce qui ruine le terreau qui nourrit et fait vivre les services publics fissure du même coup le cadre commun de notre société. Ce cadre essentiel qui permet d'organiser un débat qui ne soit pas un affrontement, mais une façon de s'élever dans la raison et de trouver des solutions qui sont suivies avec détermination, dans le temps et par le droit. Il me reste, pour terminer, à vous annoncer le sujet qui a été choisi pour l'étude de l'année prochaine et qui est autant un objet de science que de droit, puisqu'il s'agit de la mer. Il nous permettra, après avoir réfléchi sur les grands axiomes de l'action publique, de nous pencher sur un thème concret, précis, majeur pour notre pays qui possède le 2e domaine maritime mondial. La mer constitue une des ressources et une des forces de la France, un enjeu stratégique. Force de production d'énergie, gisement d'énergie fossile et durable, la mer est également une ressource d'avenir en matière alimentaire et pharmaceutique et un espace pour les loisirs et le développement économique. Elle est au cœur d'enjeux militaires et diplomatiques et un pilier de la souveraineté. La mer est enfin, nous le savons, un défi majeur pour l'avenir de la planète. C'est donc par une invitation à revenir en 2026 afin que nous vous présentions les conclusions de cette étude que je termine ce propos.
Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Ministre, cher François Noël, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Madame la Défenseure des droits, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près de la Cour de cassation, Madame la Défenseure, Madame la Contrôleure générale des lieux de prévention et liberté, Madame la Défenseure des droits, je l'ai cité, Monsieur le Préfet de la région Île-de-France, Monsieur le Président de la Cour européenne des droits de l'homme, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, la solennité des institutions, vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, rejoint la densité de l'actualité. Au lendemain de la nomination d'un nouveau Premier ministre par Monsieur le Président de la République, et quelques heures seulement après la passation de pouvoir, nous nous retrouvons donc ainsi dans ce palais royal qui incarne, depuis plus de 150 ans, la République et sa promesse, c'est-à-dire l'autorité de la raison sur la force, la règle de droit sur l'arbitraire. La facétie des temps qui se jouent des hommes et qui nous rappelle que la gravité et le bonheur des imbéciles m'oblige, si j'ose dire, à exprimer une frustration devant vous, Monsieur le Vice-président, car c'est le jour où le garde des Sceaux peut enfin librement parler devant votre Assemblée que sa parole est restreinte par votre propre jurisprudence. Votre jurisprudence, celle des affaires courantes, cette règle en apparence technique qui dit tout du rôle du juge administratif, celui de rappeler aux gouvernants que leur légitimité tient au Parlement et donc au peuple, tout en dessinant les conditions lui assurant quand même la condition des affaires de l'État. Nous pouvons faire des choses importantes en affaires courantes, et ce n'est pas le préfet de la région Île-de-France, Charles Guillaume, qui nous dira, nous qui avons organisé les Jeux Olympiques ensemble, avec quelques autres personnes, bien évidemment. Cette jurisprudence me permet aussi, et c'est un grand honneur, de m'adresser à vous aujourd'hui. Et je le fais avec d'autant plus de solennité, Monsieur le Vice-président, que nous écoutons en effet votre dernier discours. Et je veux vous rendre hommage, j'y reviendrai, et je vous remercie très sincèrement pour votre travail et votre engagement au service de la République. Vous avez choisi, Monsieur le Vice-président, d'évoquer, pour votre ultime discours, le rapport fondamental qui unit le droit à la science, et plus largement, donc, le droit à la vérité. Réaffirmer ce droit à la vérité, c'est défendre un élément démocratique essentiel, crucial, celui d'un accès à une information fiable, transparente et vérifiée. Cette exigence, c'est celle d'une lutte sans relâche contre la prolifération de ce qu'on appelle désormais des fake news, pour parler comme on parle dans le patois de Tourcoing. Ces fausses nouvelles ne sont pas un simple bruit de fond. Elles minent la confiance de nos concitoyens, elles fragilisent les scrutins, elles érodent la démocratie même. Soyons honnêtes, les rumeurs ne sont pas très nouvelles. Du collier de la reine à l'implication des personnes les plus vertueuses dans des sombres affaires policières, elles ont toujours existé. Mais vu de la fenêtre de la place Vendôme, de celle de nos ordinateurs, nous observons clairement le risque de plus en plus avéré lorsque nous voyons nos voisins d'une société de méfiance, une société paranoïaque où plus rien d'officiel n'est cru, comme si les commentaires sauvages sur TripAdvisor avaient plus de poids sur la qualité d'un restaurant que le guide Michelin lui-même. Ce guide Michelin forcément déconstruit, déconnecté, menteur et vendu, doit rendre la parole à ceux qui peut-être ont moins de science, mais qui, parce qu'ils crient fort et parce qu'ils sont anonymes, donnent la vérité qui se propage. Un monde où l'intelligence artificielle amplifiera davantage encore la rumeur, que les réseaux sociaux avaient déjà rendu facile, au point d'effacer totalement la frontière entre le vrai et le faux. Le risque est immense, car en premier lieu, la fausse nouvelle porte en elle un risque pour l'ordre public. Sans remonter à la pratique des canards qui ont pu faire trembler la Troisième et la Quatrième République, l'expérience très récente nous a enseigné la force déstabilisatrice des fausses nouvelles. Lors de la crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19, qu'il s'agisse de l'origine du virus, du rôle de la 5G dans sa propagation, du traitement de l'hydroxyde chloroquine, les fausses nouvelles ont nourri la peur et souvent la violence. Que l'on pense aux attaques physiques contre les centres de vaccination, contre les soignants,
contre les débordements en marge des manifestations, parfois sauvages, anti-pass sanitaire. Dans le champ sécuritaire, elles ont largement participé à l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020, ce qui nous a d'ailleurs conduit, sous l'autorité du président de la République, à décider de la fermeture de lieux de culte, des vidéos d'où était sortie cette rumeur, appelant à manifester contre l'enseignant, et ainsi de mettre en place la loi dite de lutte contre le séparatisme que le Conseil d'État a largement accompagnée. Plus récemment, votre haute juridiction, dans sa formation la plus solennelle, Monsieur le Vice-président, a eu se prononcer sur la suspension d'un réseau social, premier fait dans notre histoire, dans le contexte des émeutes sauvages en Nouvelle-Calédonie, alors que la désinformation massive et les ingérences étrangères caractérisées avaient alimenté les tensions au sein de la population. Ces exemples, parmi d'autres, le rappellent, les fausses nouvelles ne sont pas simplement un débat intellectuel, le débat entre vérité et droit n'est pas un problème de spécialistes, elles sont une menace directe pour toute notre société. En deuxième lieu, la question des fausses nouvelles réinterroge les grands équilibres qui font que l'état de droit tient encore dans notre pays. Il s'agit d'abord de protéger la liberté d'expression sans laquelle la République s'étouffe, mais qui sans limite peut aussi lui nuire, soit parce qu'elle vise les plus vulnérables, soit parce qu'elle trouble, je l'ai dit, l'ordre public. La circulation de fausses nouvelles nous oblige donc collectivement à plus de transparence. L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 nous le rappelle. La société a le droit de demander des comptes à ses représentants. Et c'est heureux. Mais là aussi, équilibre vaut partout, la transparence et la demande des comptes ne doivent pas mener à l'inquisition, toujours possible, dans certains caractères ombrageux, comme Emmanuel de Varesquiel nous le rappelle dans Juger la reine, où tout Fouquier-Tinville est prêt à vérifier que ses propres rumeurs correspondent à la vérité. Soyons lucides, le politique lui-même peut être tenté, et tenté, d'instrumentaliser les fausses informations. C'est pourquoi il faut des garde-fous solides qui rappellent que la démocratie se construit sur la vérité et non sur le mensonge, qui rappellent que l'état de droit n'est pas et ne sera jamais une opinion ou un acquis, et c'est le rôle du Conseil d'État. Même si largement autonome, la juridiction administrative n'a pas la même relation que l'ordre judiciaire avec la chancellerie, et même si c'est Monsieur le Premier ministre qui gère vos crédits en direct, ce qui permet de venir plus calmement dans votre assemblée, personne n'ignore le lien profond qui unit Monsieur le Vice-président, le Conseil d'État et la chancellerie. Je reste d'ailleurs extrêmement attentif aux évolutions profondes que connaissent les juridictions administratives. Très récemment, j'ai ainsi pu signer les textes réglementaires qui sont venus refondre les grilles indiciaires dans les juridictions, et je sais qu'ils sont très attendus. J'attends également pour bientôt les conclusions de vos travaux dirigés par le président Olson, que je salue, sur la simplification du contentieux environnemental. Vous parliez de la mer. La question du contentieux environnemental n'est pas anecdotique, en particulier pour la sécurisation des projets économiques des opérateurs attendus par nos concitoyens. D'autres chantiers attendent tous les ordres juridictionnels, et je pense tout particulièrement à celui de l'intelligence artificielle. Le ministère de la Justice continuera de suivre avec attention les travaux interministériels au niveau européen de la mise en place des autorités en charge de la régulation de cette IA au sein du Conseil d'État et du tribunal des conflits. Mesdames, Messieurs, je veux vous dire ma conviction en tant que chef d'administration. La justice administrative a été très souvent à la pointe des innovations numériques qui ont inspiré les juridictions judiciaires et qui, j'espère, les inspirent encore. Il y a bientôt 7 années, le logiciel télérecours venait donner l'exemple en ouvrant plus encore le prétoire des juridictions administratives, et le monde judiciaire l'observe encore avec envie, une forme d'impôt à la source juridique. De même, les projets dits d'open justice dans les juridictions judiciaires s'inspirent très largement de votre pratique déjà ancienne de vulgariser vos décisions pour le grand public, ce qui renforce grandement leur acceptabilité. Inversement, les juridictions judiciaires prennent un virage majeur pour mieux s'approprier l'IA, et j'en salue évidemment le travail très important que fait la Cour de cassation, dans le cadre de la feuille de route que j'ai eu l'honneur de fixer moi-même en juin dernier. Ce qui a été fait pour les uns en matière de numérique et d'IA doit l'être évidemment pour les autres et pour tous nos concitoyens. Monsieur le Vice-président, votre dernier discours consacré au rapport du droit et de la science, mais aussi, je l'ai dit donc, de la vérité,
illustre au fond votre propre parcours. Attentif aux mutations de la société, modéré mais ferme, vous êtes ancré dans les principes et dans la défense de l'état de droit. À l'heure de votre départ, je veux saluer au nom du gouvernement votre haute autorité intellectuelle et morale, et je suis sûr que votre voix demeurera une référence au moment où nous continuerons collectivement à chercher des chemins pour notre pays. Mesdames, Messieurs, notre République a besoin de confiance. Elle a besoin de juges indépendants et de responsables politiques conscients que le contrôle juridictionnel n'est pas un obstacle, mais une garantie. C'est dans cet esprit de sacrifice pour le bien et le vrai que chaque membre du Conseil d'État, je le sais, vit son engagement et sa vocation. C'est dans cette vocation profonde, celle qui animait au plus haut point le président Hérondard, celui qui manque tant à votre Conseil et tant à la France, que chacune et chacun exerce ses fonctions. La République a besoin de grands serviteurs. Ici au Conseil, comme à l'extérieur du Conseil, vous êtes les gardiens, par votre intelligence, par le travail et par le sens de la République qui vous caractérise, des soldats qui luttent contre l'étrange défaite que l'esprit de facilité rend toujours possible. Je ne peux qu'au nom du gouvernement vous remercier très sincèrement pour tout cela et pour le travail avec lequel vous œuvrez pour la République. Permettez-moi un mot particulier pour l'une des vôtres, ma talentueuse et indispensable directrice de cabinet Manon Perrière, et de tous ceux qui travaillent dans les ministères, dans l'administration, dans le privé, au sein du Conseil, pour faire œuvrer la belle promesse républicaine. C'est donc avec conviction que je vous adresse aujourd'hui ce message de profond remerciement. Je l'adresse au nom du gouvernement de la République, qui, comme vous, dans ces moments aussi chaotiques, je le sais, n'est jamais là de guetter la lueur de l'espérance. Je vous remercie.